Paris ne disposa pendant des siècles que de tueries particulières de quartier. Le premier abattoir véritable ne fut édifié qu'en 1808 à Montmartre. Les 10 établissements existants en 1860 furent regroupés en un seul, les abattoirs généraux construits à la Villette en 1866 par un élève de Baltard. Situé sur 19 hectares au nord du canal de l'Ourcq, il comportait 125 échaudoirs des cuves pour 12 000 bouchers. Parallèlement fut décidé en 1855 la création d'un unique et vaste marché aux bestiaux, situé au sud du canal. Les grandes halles métalliques et autres bâtiments furent édifiés entre 1865 et 1868. Outre la voie d'eau préexistante, une gare ferroviaire, Paris-Bestiaux, y fut aménagée dès 1867. Les ventes avaient lieu au marché jusqu'à 11 h, puis le convoyage des animaux s'effectuait par-delà le canal, vers les abattoirs, et l'abattage était achevé à 15 h. Le tout fonctionna bien jusqu'en 1950. Tout en ménageant la conservation d'ensembles architecturaux de qualité, l'État décida la reconversion des 55 hectares disponibles en un grand parc urbain du XXIe siècle. Celui-ci accueille notamment la Cité des sciences et d'industrie et la Cité de la musique. L'ambitieux projet est aujourd'hui totalement achevé. C'est pour résoudre l'approvisionnement perpétuellement problématique de Paris en eau potable que fut décidée la création du canal de l'Ourcq. Creusé en 1802 jusqu'en 1822, il recueille et conduit sur 107 km une dérivation de la rivière l'Ourcq qui l'amène au bassin de la Villette, un gigantesque réservoir de 700 mètres sur 70 mètres situé à 51 mètres d'altitude. Il alimente par gravité les fontaines publiques. L'intérêt de pratiquer la navigation commerciale sur cette nouvelle voie apparut rapidement, d'où la décision de créer, outre le canal Saint-Denis, le canal Saint-Martin qu'on va voir plus loin. La grande halle qui était au Bœuf en 1867 est l'œuvre d'un élève de Baltard réhabilité en 1982 puis réaménagé pour accueillir des salons et des expositions. Sur la droite se trouve le théâtre Paris-Villette et sur la gauche le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. La grande cour est ornée de la fontaine aux lions de 1811. Ce fut le château d'eau, expression employée à l'époque et dont il nous reste une rue et une station de métro, qui orna la future place de la République jusqu'en 1867 avant d'être réinstallé ici comme abreuvoir aux bestiaux. On va emprunter un couloir de 900 mètres entre deux rangées d'immeubles qui était en fait le débouché du train de la Petite Ceinture sur les abattoirs de la Villette. L'allée Darius Milhaud, on est toujours sur le parcours de l'ancienne voie de chemin de fer. On est au coin du Petit Bois puisque c'est le square du Petit Bois. Le cimetière de la Villette et en fait on voit le niveau originel du terrain. L'eau coule, on est à 60 mètres d'altitude et on va commencer la lente montée vers Belleville. La rue Compan, et on passe ici de l'ancien territoire de la Villette à celui de Belleville. Sur 24 000 m² de part et d'autre, avait été ouvert en 1878 l'éphémère marché aux chevaux et aux fourrages sur les anciennes carrières d'Amérique, ce qui explique que tout le secteur n'est bâti qu'en construction basse. 250 petites maisons particulières sont ainsi réparties le long de villas datant de 1889, non accessibles aux voitures pour la plupart, et étagées sur les pentes en montant jusqu'au plateau, la rue de Bellevue. Nous voilà dans les villas du Progrès. Là, on est à la campagne. Alors on va très vite avoir un changement de décor là-bas dans le fond. Ah, changement de décor tout de suite. Au nom significatif, c'était un chemin bordé en 1646 de 6 moulins à vent bien placés puisqu'on est à 110 mètres d'altitude. On imagine bien que le terrain est un peu travaillé.
va arriver à la pointe est des Buttes Chaumont. Ah, les Buttes Chaumont, c'est une incontestable réussite que cet espace vert de 25 hectares, l'un des plus grands de Paris. Pour satisfaire le désir de Napoléon III de mettre un espace de détente à la disposition des populations laborieuses, Alphand dut le réaliser sur un site des plus arides et désolés. Mais si son relief très tourmenté lui confère un charme unique, c'est précisément parce que l'ancien mont Chauve n'était constitué que de carrières de gypse, en partie à ciel ouvert, sous un sol d'argile et de glaise absolument impropre à toute culture. Les profonds ravins, entrées de carrière et fours à plâtre étaient de nuit le repère de clochards et vagabonds, voire de truands. Seuls les moulins à vent égayaient quelque peu les points hauts. Des combats violents eurent lieu ici en 1814 contre les Prussiens. Sous la Restauration proliférèrent des décharges de vidange, des établissements d'équarrissage. Cependant, les travaux gigantesques qui durèrent 4 ans permirent l'inauguration le 1er mai 1867 d'un ensemble exceptionnel dont la richesse en essences indigènes ou exotiques est frappante aujourd'hui, alors que beaucoup d'arbres encore présents sont centenaires et même plus. Voilà le pont dit des suicides. Et on comprend pourquoi. Voilà le temple de Nono. Non, le temple de Vesta, pardon. Ça bouge? On monte, on monte. Nous voilà sur la butte Saint-Chaumont. Ce lieu n'a été bâti qu'en 1927 à la place d'un stade, avant lequel il n'y avait rien. Alors là, je pense que pour habiter ici, il faut sortir les dollars. Alors, le jardin de la butte bergère. Ah, les petits marchés parisiens. Voilà la rue Sainte-Marthe. Cette rue des plus modestes a conservé, avec une belle homogénéité, son aspect de quartier populaire du 19e siècle. Ce qui a décidé le maire de Paris à réaliser des travaux visant à accentuer l'atmosphère un peu villageoise des lieux. Dans la rue Saint-Maur, plein de petites cours intérieures. L'hôpital Saint-Louis est le plus ancien des actuels hôpitaux de Paris et le plus remarquable en matière d'architecture. De pur style Louis XIII, associant la brique aux pierres de taille. C'est Henri IV qui en décida la construction en 1607 pour mieux faire face aux épidémies de peste telles que celles de 1596, 1605 et 1606 qui ravageaient Paris périodiquement en rejetant loin de la ville malades et soignants désormais isolés dans un nouvel hôpital car on avait découvert le principe de la contagion. L'établissement reçut le nom de Saint-Louis car le pur roi était mort lui-même de la terrible maladie. Et nous voilà sur le canal Saint-Martin. Réalisé de 1805 à 1825, il permet de rejoindre la Seine en traversant Paris sur 4,55 km dont 2,12 km en souterrain, soit le plus long de France. Sa dénivellation est de 24,60 m compensée par 9 écluses, ces obstacles à la rapidité étant devenus de nos jours des plus dissuasifs pour le trafic des péniches et ce sont les embarcations de tourisme qui constituent de loin l'essentiel des passages.
La section de 2 km 43 à l'air libre est traversée par 2 ponts fixes, puis par 2 ponts tournants doublés de 5 passerelles à piétons qui renforcent le charme romantique des lieux. Mais est-ce que vous vous souvenez? Petite séquence rétrospective. J'ai besoin de changer l'atmosphère, et moi l'atmosphère c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bon, voilà donc la 7e et la 8e écluse du temple. La chute de niveau est assez importante et juste après le dernier bâtard d'eau commence le tunnel de 2100 mètres qui abrite le canal jusqu'à la Bastille. La grisette d'une jeune ouvrière de l'époque romantique, c'était 1830. Voilà donc le terre-plein central du boulevard Jules Ferry qui, depuis 1906, recouvre le canal. Alors nous voilà dans la rue de Malte qui a été ouverte en 1783 sur les fossés de l'enceinte de Charles V Louis XIII et sur des terrains appartenant aux chevaliers de Malte. Au passage, on aperçoit la place de la République. Quand on a vu le prix du studio de 50 mètres carrés hier, on imagine combien celui-là doit. Nous voilà donc dans le Marais. La construction du grand égout profitant du ruisseau de Ménilmontant contribua quelque peu à drainer les marais, mais seuls des travaux d'assainissement et de remblaiement permirent à la ville de se développer sur ces nouveaux quartiers. L'hôtel Libéral Bruant, de belles enfilades de façades construit en 1685 par le grand architecte lui-même. Et c'est la place des Vosges voulue par Henri IV qui donna le signal de la nouvelle urbanisation. Rapidement, les grands de ce monde firent bâtir de luxueux hôtels dont il nous reste encore de nombreux exemplaires ayant échappé aux destructions de la Révolution et au vandalisme architectural. Plus de 200 hôtels et belles demeures. Et quelques petits hôtels particuliers. Le square Léopold Achille, ex-Parc Royal. Et nous sommes désormais au cœur du Marais. Voilà l'hôtel de Châtillon. Une maison que Mansart habitait l'année de sa mort. Voilà un vestige de la prison de la Petite Force, démolie en 1845. Voilà la rue des Rosiers, tristement célèbre pour un attentat. Toujours rue pavée, un portail Louis XIII. Alors on ne peut pas passer dans le quartier du Marais sans venir faire provision de thé. La rue des Écouffes. Alors on est rue de Rivoli avec l'église Saint-Paul en face. Rue Saint-Antoine, il y a l'hôtel Séguier qui date de 1626, orné d'un imposant balcon aux consoles représentant des chimères. La rue du Prévost, ouverte au XIIIe siècle. Une belle maison du XVIIe siècle. On est vraiment en plein centre de Paris. L'hôtel de Sens, bâti en 1475 par l'archevêque de Sens, quand Paris n'était qu'un simple évêché
dépendant de Sens, et cela jusqu'en 1622. C'est le plus ancien bâtiment civil de la fin du Moyen-Âge de cette importance à Paris. Les jardins de l'hôtel de Sens. Sur le pont Marie. Alors nous voilà sur l'île Saint-Louis. Comme à l'habitude, l'appartement. Celui-là, 54 mètres carrés. Ou alors celui-là, 18 mètres carrés. Bon, faut reconnaître que ça fait quand même un peu cher la vie. Petit épisode gourmand, les meilleures glaces de Paris. Et ben voilà, maintenant à la fin de la rando, c'est plus la bière, mais c'est la glace. Une idée pour passer une bonne soirée. Nos ancêtres les Gaulois. Alors on va terminer notre périple par la rue Saint-Louis-en-l'Île, sur l'île Saint-Louis.